Donc, compter sur moi. dans les news, dans les news de la semaine, j'en ai noté plusieurs. Je vais d'ailleurs partager mon écran à partir de là. Alors, Oh, quel on a, topic. on a une, Alors, on n'a on rien a eu sur ton des écran là. 2 minutes. Ah, pardon. Ok. Donc, on a déjà les leaks des RTX 5090. Alors, on a eu un premier leak qui semblait dire que les prix seraient extrêmement élevés. Là, on voyait effectivement des 5090, 32 Go à partir de 2000 $ jusqu'à 2500 $. Eh Des ben, 5080 à entre 1200 et 1500 $. Sachant que il semblerait qu'au milieu de l'année 2025, il y a eu des rumeurs d'une version 24 Go. Donc on se retrouverait peut-être effectivement dans le cas qu'on a connu avec les 4096 Go et les 12 Go qui ont finalement été rebrandés en 4070 Ti. mhm. Ou alors peut-être qu'ils feront une version super plus tard, on ne sait pas encore. Et on se retrouverait avec des 5070 12 Go entre 600 et 700 $. Sachant que là, on aurait été sur les tarifs américains. Donc en Europe, on aurait été, à mon avis, dans les 2008, dans la fourchette haute, sur la 5090. Et on va dire 2002 facilement dans la fourchette basse. Ce qui ferait que on se retrouve avec une augmentation de prix encore supérieure par rapport à la série 4000, qui elle était déjà indexée sur les performances de la série 3000. Euh, C'est cher, hein, Bon, purée. alors apparemment, ce leaker qu'on a eu, hein, alors c'est pas lui, hein, d'ailleurs c'est pas Anthony Garefa, mais il y a eu un leaker effectivement qui avait affiché ces tarifs-là. Voilà, c'était Moore's Law is Dead qu'il avait leaké, et beaucoup de ces leaks en fait à travers le temps s'étaient révélés vrais, mais on a en face un totally fake. Ah, Donc le problème c'est que le totally fake, on est sur internet, hein, donc oui, 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 oui. est-ce que c'est faux à la hausse, est-ce que c'est faux à la baisse? On n'en sait rien. Donc pour l'instant, Ouais. on est sur de la spéculation et bon, malheureusement, on ne saura pas avant le CES, étant donné que les séries 5000 seront présentées là-bas. Longtemps, on a pensé que ça pourrait sortir pour décembre, pour les périodes de Noël, hein. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, Mm. mais il semblerait que Nvidia ne soit pas prêt pour la sortir avant le CES. Ouais. Et d'ailleurs, ce sera une annonce au CES. Donc la sortie serait peut-être probablement plutôt vers février. Parce que si on a Ouais. une keynote le 6 janvier, ça semble peu probable de les retrouver dans les magasins en ligne avant février. Alors, Voilà. perso, je les attendais, la série 5000. Mais alors, quand je vois les prix, là, franchement, alors, ok, il y en a un, il a dit fake. Mais tu sais bien que qu'avec le minage de crypto-monnaies, etc., enfin, il y a l'Ethereum, ça c'est fini. C'est plutôt une bonne chose. Non, mais maintenant Et- c'est les entraînements d'IA, donc Ouais, voilà. forcément on a déporté la puissance de calcul de la monnaie vers l'IA. Ouais, voilà. Donc, et comme Exactement. Nvidia pour l'instant est plus ou moins c'est en concurrence en fait avec son langage CUDA, ben, on se retrouve avec des tarifs qui sont comme ça. Mais Euh, pourtant, ils avaient dit qu'ils allaient faire des cartes pour les professionnels, justement, pour la puissance de calcul. Ils devaient alors, sortir une série de cartes pour le minage de crypto, fait exprès. alors, effectivement, ils l'avaient fait. Ils ont fait une génération, en tout cas, ça c'est certain. Mhm. Euh, Alors moi, je me j'en ai souviens vu plus de sa partir qu'à référence. Dubaï, hein. Après, c'est les seuls hein, là-dessus qui ont les moyens de payer ce genre de choses en masse, hein. Quand tu Enfin, mines c'est de pas la les seuls, mais crypto, quand tu mines de la crypto, t'as voilà. les moyens, t'inquiète. Ensuite, bah, on a aussi ce cas qui est très particulier, où sur la série 4000,
Nvidia avait expliqué que les 4090 et même les 3090 à la base n'étaient pas prévus pour des joueurs, hein, que c'était prévu pour des professionnels de l'industrie. Donc ce Oui. que l'on voit encore avec les 5090. Ces cartes-là ont tout simplement remplacé les séries Titan, hein, qu'on a connues avec la dernière qui était la Titan V, Oui. qui était une 2080 Ti, hein, globalement, Mhm. avec plus d'unités de calcul. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous arrivez à en trouver une. Si vous arrivez à trouver des titans, genre une Titan XP qui était en fait plus performant qu'une 1080 Ti et une Titan V, vous avez des cartes là qui sont sur le marché de l'occasion, qui n'ont pas été cannibalisées comme toutes les 4000, bientôt toutes les 5000, mais même toutes les 3000. Vous pouvez faire des bonnes affaires. Par contre, attention, la consommation électrique, elle est là, hein. Donc, Oui. Oui. pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus chez Nvidia. Euh, Pas de nouvelles technologies annoncées. Par exemple, un DLSS 4.0. Pour l'instant, c'est pas encore annoncé. D'ailleurs, ça commence à coûter cher de jouer, hein, je trouve. Oui, aujourd'hui, que ce soit une console, parce que Sony se retrouve un peu dans le cas Nvidia, avec finalement assez peu de concurrence, avec des PS5 Pro décentes, hein, en termes de tarifs. Ouais, ouais, Bon, ouais. ben, on va espérer que le business va se réguler. Et là-dessus, ça m'amène vers une deuxième news, hein, qui concerne du coup AMD, Mhm. qui semblerait pas suffisamment satisfait de son FSR, hein, le FSR 3, et notamment avec le Frame Generation, hein, de AMD, qui est très différent de celui de Nvidia. Euh, Là-dessus, l'avantage du FSR jusqu'à présent, c'était d'être compatible sur toutes les cartes, y compris Nvidia, y compris Intel, hein. AMD aujourd'hui se rend compte qu'ils arrivent à leurs limites logicielles. Du coup, il semblerait que la nouvelle génération de FSR 4 s'appuierait sur des unités de calcul hardware, ce qui voudrait dire que malheureusement, elle pourrait être réservée qu'à à l'architecture RDNA 4, donc la prochaine génération de cartes graphiques AMD. C'est un peu dommage pour les joueurs, pour le coup. Maintenant, en tant que spécialiste dans nos domaines respectifs, toi aussi, je pense que c'est peut-être l'étape supplémentaire que AMD devait suivre, hein. Espérons juste que, malheureusement, vu les coûts de développement de l'IA ces dernières années, ça ne fasse pas augmenter le prix des cartes encore et encore. Oui. Sinon, comme tu disais, jouer, ça va devenir un luxe en fait. Eh oui. Oui, oui, oui. Autant en Donc matériel qu'en là-dessus, électricité, hein. C'est dingue. effectivement. Donc là-dessus, c'est vrai qu'AMD avait pas beaucoup communiqué sur ses Ryzen 9000, hein. Ils avaient juste dit bon on a des Ryzen 9000, voilà, ils sont là. Ils avaient fait leur présentation et après ils avaient tout envoyé sur l'IA en disant on travaille sur l'IA, et effectivement il y a un partenariat en ce moment qui va être fait avec Sony notamment sur la PS5 Pro et AMD. La fameuse technologie de scaling de Sony, je pense qu'elle est basée probablement à 90% sur de la technologie AMD. Donc de ce côté-là, il y a un partenariat qui est évident entre Sony et AMD, donc il y a sûrement une forme de financement participatif là-dessus. On sait aussi que Intel travaille en collaboration avec d'autres entreprises pour rendre le langage CUDA obsolète, étant donné que Intel en a assez de voir que il n'y a pas d'interconnexion en IA entre ce qui est fait sur CUDA et ce qui est fait en Python. Donc à voir. Le problème c'est qu'on est sur cette période un peu de transition.
où Oui. tout coûte très cher et les avancées ne sont pas aussi fulgurantes qu'on aimerait voir. Là, la loi de Moore, elle est en train de se planir. Là, elle est en train de souffrir, effectivement. Ouais. Donc vu que je parlais des Ryzen, hein, eh ben, on a une bonne nouvelle au niveau des joueurs, par contre, Ah, ce qui est pas mal. Jusqu'à présent, on avait eu la série 9000 euh, des AMD Ryzen qui était annoncée comme pas très performante, ou du moins pas assez intéressante par rapport à une série 7000. ouais. Moi-même, je suis détenteur d'un 7800 X3D. J'en suis très 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 content, hein, bien plus que à l'époque mon 13700K Intel. Pour des raisons que beaucoup de monde devineront, hein, soit des problèmes de chauffe, soit des problèmes de compatibilité avec les cœurs hybrides. Personnellement, moi, j'ai pas été touché par les problèmes d'instabilité qu'a connu Intel, mais je sais que malheureusement, c'est quelque chose qui est dramatique là-dessus, qui a fait perdre énormément de pertes de marché à Intel. Et beaucoup pensaient que AMD pourrait en profiter euh, pour justement sortir un Ryzen 9000 incroyable. Euh, Malheureusement, le lancement des Ryzen 9000 a été considéré comme l'un des pires lancements qu'ils aient fait depuis les séries Bulldozer de AMD. Donc c'est quelque chose qui nous ramène plus de 15 ans en arrière, si je me trompe pas. C'était une catastrophe, hein, C'était juste... Ça devait être la première génération de Phenom, qui chauffait énormément, qui ne marchait pas bien. Donc on en Ouais. était là, jusqu'à présent. Jusqu'à ce que on se retrouve avec des versions de Windows 11 qui ont donné un boost phénoménal sur ces nouveaux Ryzen. On a vu aussi des BIOS de carte mère qui sont devenus beaucoup plus matures, qui ont rendu ces processeurs particulièrement performants. Alors on reste malgré tout dans des augmentations de 10-15%, ce qui n'est pas forcément énorme, mais qui reste encore raisonnable sur un changement de génération. Hmm. Et l'une des personnes finalement qui prenait beaucoup de pincettes là-dessus, c'était Jikfio. C'est un YouTuber que j'ai tendance à suivre, qui travaille beaucoup avec Pax notamment, qui a fait donc une vidéo là-dessus. Ryzen 7 9700X finalement meilleur que le 7800 X3D. C'était une question. En réalité, le 7800 X3D reste encore pour le gaming un processeur sans concurrence. Mais on voit que ce gain est en train effectivement de se réduire avec la série 9000. Donc à voir ce que va donner les prochaines générations de X3D. Et je pense que ça peut être intéressant là-dessus, étant donné que ça laisse plus seulement Intel dans le top du top. Donc là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir de ce côté-là. Vu qu'on est toujours dans le jeu vidéo, on a malheureusement en France une entreprise qui va très très mal, que tout le monde connaît, Oh qui là là, s'appelle Ubisoft. on en entend parler en ce moment. Ça arrête pas. On a eu des questions sur des rachats potentiels, notamment par le géant chinois Tencent. On ne sait pas si il y a eu effectivement aussi un délai d'initié. Justement, Ah ouais, alors j'ai vu qu'il y avait. attention, attention les gens. Alors, dans cette émission, on risque de cracher un peu sur les collègues. Il y a quelques balles qui risquent de partir. Alors, Voilà. cracher oui et non. Ouais. Mais bon, voilà, malheureusement, le cas d'Ubisoft est finalement pas si surprenant, étant donné que ça fait des années que on voit Ubisoft assez peu renouveler sa gamme de jeux, ou assez peu prendre de risques, malheureusement. Et là, le dernier jeu en date qui va vraiment mal, c'est Star Wars Outlaws, Hmm. qui s'est vendu malgré tout de façon relativement correcte, mais en deçà des attentes. Et la réponse que nous a donnée le PDG d'Ubisoft, c'est que c'est la faute des joueurs. Hmm. Voilà. Forcément. Tout simplement parce que les joueurs ont des attentes qui sont bien trop élevées dans le jeu vidéo.
Euh, ça- Alors c'est un argument qu'on a déjà entendu hein, depuis des années, malheureusement. Ah ouais, mais alors moi, ça me fait cringer, ça. Après, Ubisoft a blâmé aussi ses développeurs récemment parce qu'ils s'étaient mis en grève sur des questions de télétravail, sur des questions de toxicité au sein de l'entreprise. Hmm. Donc après avoir critiqué les développeurs, maintenant on critique les joueurs. J'ignore quelle sera la prochaine étape, mais je pense pas qu'il soit sur une très bonne pente pour le moment. Faut bien que ce soit la faute de Personnellement, moi, quelqu'un, hein. effectivement. Maintenant, personnellement, moi, ça me ferait un petit peu mal de voir un fleuron technologique comme a été Ubisoft, qui nous a créé des séries qui étaient assez incroyables, hein, Oui. comme Prince of Persia, comme Assassin's Creed, même The Division, hein, qui est un très très bon jeu. Euh, Être potentiellement racheté, même bradé finalement, Et à une alors, société éditeur comme Tencent, historique, hein. Éditeur éditeur français, historique. éditeur français historique. Ils étaient déjà là à l'époque du 8 bits, hein. Ah oui, oui, oui. Oui. Euh, avec du Rayman, avec plein d'autres jeux en fait. Même Prince of Persia, effectivement, le premier Prince of Persia date de ces époques-là, hein. Oui. Donc, effectivement, personnellement, j'en veux en tant que joueur beaucoup à la direction qu'a pris Ubisoft. Et dans plein de sujets, hein, que ce soit dans les thèmes abordés dans leur jeu ou leurs thèmes non abordés dans leur jeu, dans leur façon de faire, qui n'évolue pas finalement, malheureusement, ou mettre en avant des considérations qui n'intéressent pas les joueurs, hein. Personnellement, moi ce que j'attends d'un jeu, c'est juste prendre du plaisir, hein, oublier un peu mon quotidien, Oui. le temps, euh, le temps de m'amuser à la fin de la journée. Bon, on n'en est pas là, malheureusement, chez Ubisoft. Euh, Et puis Ils le ont d'autres jeux rapport. qui marchent pas. Ils ont d'autres jeux qui marchent pas, avec un Skull and Bones qui leur a fait très mal, avec un X-Defiant qui marche pas. On verra ce que ça donne sur Splinter Cell. Apparemment, ils veulent faire un remake. Bah, je l'attends également, Euh, lui. Ça sera un remake du premier, hein, Ouais. donc on verra. Et puis je ne les comprends pas non plus sur le fait d'avoir sorti une série anniversaire de Beyond Good and Evil, le premier, et de ne pas avoir communiqué dessus, ou alors un minimum, hein. Donc, non, je ne comprends pas ce que nous fait Ubisoft. J'espère que, j'espère que ça ira mieux dans les années à venir, malheureusement. Ouais. Puis il faut rappeler Ah, aussi que dans l'industrie du jeu vidéo, on est avant tout des artistes, des ingénieurs, mais avant tout des artistes. Et puis tout simplement des passionnés, hein. oui, ah oui, oui, très souvent, les gens qui travaillent dans les studios de jeux vidéo, ce sont des gens qui sont vraiment passionnés. Et Et alors, s'il vous plaît, en tant que joueur, évitez de critiquer les développeurs parce que moi-même, en tant que développeur, hein, et je pense que toi c'est pareil, personne n'a envie de sortir un produit sur lequel on a travaillé pendant des mois, voire des années, oui, dans un état pas satisfaisant, en fait. ça vient pas de nous, Euh, ça voilà, vient ça d'au-dessus. vient pas de nous, ça vient de deadline quelquefois, de produits annoncés trop tôt, Oui, de difficultés techniques quelquefois, malheureusement. Ça peut venir de nous d'une certaine façon sur le fait de mal avoir géré une difficulté technique. Ça peut nous arriver. Euh, on c'est peut pas être responsable de facile, ça, hein. effectivement. C'est pas facile de gérer un projet tel qu'un jeu vidéo, hein. C'est absolument énorme, ça il faut le savoir. Ce sont des projets qui sont énormes, avec des budgets qui sont parfois, souvent très très courts. Si tu veux, il y a les attentes d'un côté qui sont très hautes et il y a les budgets qui c'est pas ça. Il y a plus de budget qui part dans la com souvent que dans le développement. On n'y peut rien. C'est pas nous qui le Hélas. décidons. Voilà. Et oui, voilà. Oui, on fait avec ce qu'on a, hein. C'est ça, C'est c'est là ça. tout le problème.
Donc voilà, là-dessus, quand vous entendez des discours, nous avons entendu les joueurs, nous avons compris que ça n'a pas répondu aux attentes. C'est des discours qui sont malheureusement tout faits, qu'on pourrait presque dire écrits avec ChatGPT. Oui. C'est terrible, hein. Mais sachez que derrière ça, quand un jeu ne marche pas, il y a souvent une équipe de développeurs derrière qui est fatiguée et qui n'a pas forcément besoin qu'on leur rappelle que le produit qu'ils ont fourni n'est pas prêt. Ils le savent. Très souvent, ils font tout pour essayer de décaler les dates de livraison. Parce que le crunch est quelque chose qui n'existe pas que dans le jeu vidéo, hein. Non. Moi, je l'ai vécu personnellement. Ah, ben oui, Et c'était pas du tout du jeu vidéo. non. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des questions effectivement d'organisation, d'attente, qui sont peut-être à revoir de ce côté-là. Oui, mais Mais c'est. les développeurs sont des joueurs à la base, donc Oui. Mais ouais, c'est aucun ne... les problèmes de crunch, j'ai envie de te dire que c'est assez inhérent au métier de développeur, de la façon dont Malheureusement, est faite l'industrie. c'est ça. Parce qu'on a des délais à tenir, on a des attentes qui sont parfois délirantes de la part des éditeurs ou même des joueurs, hein, qui attendent des choses de nous et malheureusement, on ne peut pas, enfin voilà, avec nos budgets, avec nos délais, voilà. Et souvent, ça finit en crunch et c'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. Et voilà. Surtout que c'est souvent des heures qui sont pas forcément payées, qui ne sont pas forcément reconnues. Et Donc c'est qu'on peut pas. non, C'est qu'on peut pas les c'est ça. payer. On est obligé de faire avec les budgets qu'on nous donne. C'est ça. Alors par contre, le jeu vidéo ne s'arrête pas là. Malheureusement, on a tous connu le problème chez Sony, en tout cas, de Concorde. Mais c'est pas le seul jeu en ce moment qui connaît des difficultés. Donc là, je me suis basé effectivement sur la vidéo d'une personne que je suis aussi, qui est canadienne, qui s'appelle Yuni. Sa chaîne, c'est I Am Yuni. Qui nous a présenté effectivement le problème que subit Until Dawn, où on se retrouve avec un jeu qui à la base était un jeu PS4, que j'ai fait personnellement. Ça a été un de mes premiers jeux PS4. Et le vrai problème, c'est que ce remake change une grosse partie de la direction artistique. Et dans les choses qu'on peut voir, on a ce passage-là, par exemple, où on a l'impression qu'il fait jour, hein, dans le remake. Et sur la version originale, où il fait nuit. Ouais. On a d'autres passages, hein, qui sont comme ça, qu'elle montre, mais voilà. Là, on voit bien qu'il fait nuit. Oui. Là, il fait jour. Bah On oui, est en là, fin de soirée. On a même des assets qui ont été changés. Comme tu vois, on a un poteau, on a ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça touche aussi la modélisation des personnages. Ah, Où ces deux personnages sont censés être les mêmes, hein. Alors, Until Dawn est un slasher, donc orienté teen movies ou jeunes adultes, voilà. Donc les personnages étaient effectivement des fins de lycée, des arrivées à la fac, des choses dans le genre. Et on était crédible dans la version originale, hein. Là, on a Bonnie Tyler dans la nouvelle version, limite. Donc on a un gros problème de direction artistique et on a aussi de gros problèmes techniques, en tout cas sur la version PC. Le pic de joueurs apparemment sur Steam Charts et sur SteamDB serait à 2600 joueurs, qui est pas énorme en fait, hein, sur un portage, hein, sachant que le jeu n'est que sur Steam, hein. En tout cas la version PC n'est que sur Steam, hein, de ce que j'en sais. Je ne crois pas qu'elle soit sortie sur l'Epic Game Store. C'est un peu catastrophique malheureusement de ce côté-là. alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de Sweet Baby Inc. Derrière tout ça? Alors sur Until Dawn, je ne crois pas, Ouais. étant donné qu'on est sur un remake.
Mmh. Et on est surtout sur un retravail graphique. Mais tu m'aurais dit sur un... Enfin, on est plus sur un remaster qu'un remake. Ça aurait... Tu m'aurais dit la même chose sur un Final Fantasy remake ou sur ce qui a failli être finalement le fameux Star Wars KOTOR Mmh. qui a failli être refait. Là, on aurait pu rentrer dans ce débat-là. Je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là, dans le cas d'Until Dawn. Je pense juste qu'on a eu une équipe de passionnés qui a essayé de faire quelque chose, mais ils sont tombés à côté, malheureusement, et probablement qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour faire les choses bien. Ensuite, moi, là-dessus, je vois aussi autre chose, malheureusement, qui touche les joueurs PC, et uniquement les joueurs PC. Mmh. On l'a vu sur toutes les productions Sony modernes. Ça avait fait grand bruit d'ailleurs quand on a eu une tentative là-dessus imposée par Sony sur Helldivers 2. C'est l'obligation d'utiliser un compte PlayStation Network sur un jeu solo. Voilà. Comme Helldivers. Ça a posé beaucoup. Voilà, ça a posé beaucoup de problèmes sur Helldivers. Sony a dû revenir en arrière sur Helldivers, mais on voit que l'objectif de Sony est d'imposer son compte PSN sur Et ça va Ghost of pas le faire. Tsushima. Sur Ghost of Tsushima, ils obligeaient un compte PSN uniquement sur le multi. Mmh. Alors, en tant que passerelle, ça je l'aurais compris. Alors Là-dessus, ça, je pense ça que je va suis juste d'accord. créer des versions craquées, on est d'accord. C'est Ça. vraiment pas un bon move, les gars. Et dans le cas malheureusement de Until Dawn, dans le cas de God of War aussi, Ragnarok, ou je sais plus si c'est Ragnarok, en tout cas il y a eu un God of War, on se retrouve avec des jeux entièrement solo qui se retrouvent avec des comptes PSN obligatoires. Ouais, c'est Ragnarok, ouais. Donc je pense que déjà les joueurs ont déjà montré leur mécontentement, Sony fait un mauvais Oui. mouvement de ce côté-là. Alors moi ça c'est ma théorie, du moins c'est une supposition, j'ai rien pour l'appuyer, mais beaucoup disent que c'est parce que Microsoft a commencé à imposer des comptes Microsoft sur les jeux, du moins sur les jeux qu'ils font. Oui. Moi je pense que moi je pense que le problème est ailleurs. Je pense que Sony aujourd'hui essaye d'appuyer son écosystème PlayStation au-delà des consoles Oui. et que on pourrait se retrouver dans quelques années à avoir des abonnements PlayStation payants pour jouer à des jeux multi Sony avec des joueurs PlayStation. Je ne vois pas d'autre intérêt et pourquoi Sony met autant d'insistance à mettre des comptes PSN sur des jeux PC, y compris sur des jeux solo. Alors il y Ou a alors c'est... peut-être aussi la data, hein. Alors, effectivement, il y a la data. Il y a éventuellement aussi potentiellement la remontée d'informations sur des bugs ou des choses dans le genre. Mais je pense que c'est une très 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 mauvaise idée que nous fait Sony. Alors, pour la remontée de bugs, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir un compte PlayStation pour remonter les bugs. On Aujourd'hui, verra, j'espère. sur tous les moteurs de jeu, on a des systèmes qui permettent de remonter les bugs sans avoir besoin d'un compte PlayStation. Alors Non, après, moi ouais, j'espère me tromper sur les comptes PSN payants pour jouer à des multis. Maintenant, alors moi, personnellement, je crois pas. Je pense que c'est la seule raison pour l'imposer de façon aussi brutale, en fait. mon humble avis, ils vont se manger un mur. Microsoft avait connu un mur quand ils ont essayé de faire ça avec la première Xbox et le Xbox Live. Oui. Maintenant, c'était il y a 20 ans pratiquement, donc les mœurs sont changées, le dématérialisé est omniprésent. Hein. On verra. Non, mais il n'y a pas de souci si tu as un Xbox Game Pass, d'avoir un compte Microsoft pour accéder aux jeux. Voilà, pareil pour le PSN, le PSN Pro. Tu payes un abonnement, tu as accès à des jeux. C'est cool, c'est normal qu'il faille un compte. Mais Parce que là, on est sur des jeux que les gens t'achètes un achètent. jeu, voilà, t'achètes un jeu qui n'est pas
qui n'est pas spécialement dans le PSN, qui n'a pas besoin spécialement d'un compte Sony, et tu l'imposes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Après, quoi, et on va reprendre les termes correctement. On n'achète pas un jeu, effectivement. on achète Là une aussi, licence. on achète une licence d'exploitation. Exactement. Donc j'imagine qu'il se cache un peu aussi derrière les conditions d'utilisation finale, les fameuses CLUF, hein, Oui, en disant ben, si vous voulez pas signer un compte PSN, ben, vous n'acceptez pas les conditions et votre jeu on vous le rembourse. Mais, euh, mais c'est un peu dommage d'en arriver là. ah, quand ils vont devoir rembourser les trois quarts des jeux, t'inquiète pas qu'ils vont faire marche arrière. On verra. Ouais, non mais Et, euh, je et, le là- vois comme une maison. et là-dessus, bah, je vais finir malheureusement sur une note à moitié positive, à moitié négative, où ben, malheureusement, on a encore le site Internet Archive et la Wayback Machine qui Ouais. sont malheureusement encore en maintenance, étant donné que il y a à peu près une semaine de ça, ils ont pris une grosse attaque. On a les informations hein, là-dessus sur Twitter, enfin X maintenant. Ils sont encore en train de travailler dessus. La Wayback Machine, pour l'instant, refonctionne. Et ça, c'est déjà très bien pour les personnes qui font du référencement, qui s'intéressent à tout ça. Euh, J'espère en tout cas que ben, ces déboires, hein, qui devraient durer quelques jours encore, d'après les gars d'Internet Archive, permettra de garder ce projet-là, qui aujourd'hui a plus de 20 ans aussi, Oui. et qui, qui servira à faire un service encore plus fiable, encore plus stable, Ouais. car de plus en plus, malheureusement, bah, la culture sur Internet devient assez temporaire. Oui. Oui, oui. Et c'est vraiment triste ce qui se passe. Et on est avec les gars de Wayback Machine parce que voilà, on est content de les avoir. Y a plus En de- plus, nous, on fait partie de cette génération qui a connu le avant Internet, hein, avec les Oui, livres, avec tout ça. oui. Et on a vu aussi Internet beaucoup changer, avec les premières pages perso de Club Internet, en Miguel.org. HTML. Oh, Voilà, on a oui. connu Lycos avec ses pubs complètement claquées. Va chercher Euh, l'icos. c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, se rendre compte que Internet est peut-être tenu uniquement par des GAFA, ça serait une perte de connaissances finalement au fil du temps, avec des jeux qu'on pourra plus conserver, avec des livres qu'on pourra plus conserver, des sites qu'on pourra plus conserver. Euh, Personnellement, j'espère que ce projet va continuer. Bon, après, Tout comme Wikipédia, ça fait partie d'outils oui, ouverts aux gens, qui coûtent de l'argent malgré tout, oui, mais qui est une sorte de garant de la culture. oui, absolument. Absolument. Et heureusement, il restera toujours des passionnés pour faire des backups des sites importants. Et là, c'est le site de backup qui est tombé. Ben oui. Ouais, 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 oui. Mais tu vois, ouais, justement, j'ai connu des sites de l'époque, des Skyblogs, etc. Par exemple, The True du Cult Hideout, je sais pas si tu connais, c'est un très vieux site Non, euh, j'avoue que non. qui, ouais, bah, c'est un site excellent. Et ouais, il existe toujours. Bah, il est plus forcément, il est plus hébergé là où il était à la base. Mais il y a des passionnés qui l'ont dumpé et qui l'ont hébergé. Et puis il existe des miroirs au cas où ça retomberait. C'est vraiment cool. Et, heureusement Et qu'il y a des gens comme ça. des sites comme 4chan, des sites comme Pirate Bay, des sites comme ça, en fait, D'ailleurs, beaucoup de gens, j'en profite beaucoup pour de gens se dire, rendent pas compte, hein. pardon. Vas-y, vas-y. J'en profite pour dire que si vous avez besoin d'un hébergement, d'un miroir, nous on est là et on pourra vous le faire gratos, il n'y a pas de souci. Voilà, vas-y. Bah, moi, j'ai fait à peu près le tour des news, malheureusement, qui sont effectivement un petit peu sombres. Je suis désolé. Ouais. Après, bon, En j'imagine même que ça temps, sera pas toujours le cas. c'est l'actualité, hein.
Effectivement. Mais bon, on devrait avoir des sorties de jeux quand même, on devrait avoir des avancées dans les prochaines semaines quand même.